Mesdames, Messieurs, bien bonsoir. 14 ans après notre indépendance, le peuple vaillant du Bénin décide de s'embarquer dans le système socialiste. Changement de nom, changement de drapeau, mais surtout de système économique. Des leçons de notre échec dans les années 80, nous sommes passés au renouveau démocratique dans les années 90, puis au changement et enfin la rupture. Des changements avec parfois différentes orientations économiques. Révolution, renouveau, refondation et rupture depuis 2 ans, que de mots qui ne guérissent pas nos maux. Depuis le 6 avril 2016, donc, nous avons décidé de rompre avec les mauvaises pratiques et prendre un nouveau départ pour qu'enfin le Bénin, notre pays, soit révélé. Encore des mots pour que triomphe à jamais nos mots, une lecture des différentes réformes économiques engagées par le gouvernement du président Patrice Talon va nous édifier. Albert Roncourt est professeur à l'université, agrégé des facultés d'économie. Albert Roncourt, bonsoir. Bonsoir, Amel. Comme vous le constatez, nous allons rapidement passer au pays fin les 2 ans du président Talon. Nous venons de finir 2 ans de mandat du président Talon. Il reste encore 3 ans. Et donc, on peut parler légitimement de bilan à mi-parcours. Je vais commencer par vous demander si le président Talon a engagé le Bénin dans une sorte d'ultralibéralisme. C'était le titre d'un article dans lequel vous êtes intervenu. Oh, l'ultralibéralisme. Le Bénin a toujours été un pays libéral. La notion d'ultralibéralisme, bon, je pense que c'est un peu un jeu de mots. C'est vrai, on a besoin de libéralisme pour responsabiliser les acteurs. Même dans l'administration, les pans qu'on peut libéraliser, il faut le faire pour que le fait d'introduire ce qu'on appelle les droits de propriété privée, ça fait que les hommes sont plus responsables. Les gens qui gèrent, ils sont plus responsables parce que comme ils doivent voir leur profit, là, ils sont plus responsables. Si on atteint les objectifs publics à partir des privés et que c'est plus efficace de le faire que d'utiliser l'administration publique, pourquoi pas? Donc moi, je ne parlerai pas vraiment d'ultralibéralisme. Je peux dire qu'il est en train de faire ce que les autres gouvernements ont commencé depuis 1990, où on avait eu la conférence nationale. Je rappelle que le thème de cette émission, c'est nous faisons un état de lieu des différentes réformes engagées par le président Talon. Et donc, nous allons commencer par parler de réformes dans différents secteurs. Nous allons commencer par le tourisme. Que pensez-vous des réformes dans le secteur du tourisme? Oh, de façon globale, ce que je vais dire, avant même de parler des réformes de façon générale, spécifique, ou certaines réformes de façon spécifique, c'est de dire qu'est-ce qu'il faut à propos des réformes, lorsqu'on veut faire des changements institutionnels, lorsqu'on veut changer nos manières de faire, qu'est-ce qu'il faut? Je crois que la grille que je vais présenter, ça me permettra d'analyser chaque réforme à la lumière de cette grille. On y va, on va analyser d'abord généralement, comme vous le dites. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est d'avoir un plan de réforme. Et sur ce plan, je ne peux pas dire que le programme d'action du gouvernement seul suffit. Ça ne suffit pas pour dire qu'on a un plan de réforme. Je prends par exemple dans le domaine de la santé, par exemple. On veut faire des réformes. Il faut que le président de la République peut aller, par exemple, à la faculté des sciences de la santé, faire un discours sur les réformes qu'il veut faire dans le domaine de la santé, par exemple. Et là, les Béninois sont au courant. Ils savent que dans le secteur, on va faire de l'affermage, on va privatiser un certain nombre de choses, et ils sont au courant. La deuxième étape, c'est de faire la communication sur les réformes. La communication est importante parce que quand vous êtes au pouvoir, vous avez été élu par les citoyens et veulent savoir ce que vous faites avec les fonds qu'ils cotisent, à travers les impôts, ce qu'ils paient, ils veulent savoir ce que vous faites. Donc vous ne pouvez pas faire et cacher. Et vous ne pouvez pas non plus dire je veux faire votre bien malgré vous-même. Ça n'a pas de sens. Parce que ce sont les acteurs eux-mêmes qui savent ce qu'on appelle le bien pour eux. Donc à partir de ce moment, il faut communiquer sur les réformes. La troisième étape, c'est d'avoir un calendrier clair des réformes et de dire à telle étape, on doit obtenir ça, à telle étape. Là, les gens suivent. Ils savent qu'on va avoir ça, on va avoir telle chose, et puis ils suivent. La quatrième chose, c'est de dire, quand on va faire les réformes, il y aura des coûts, peut-être qui seront insupportables à court terme. Pour cela, il faut avoir des solutions transitoires pour pouvoir atténuer ces coûts sociaux-là. Je sais que c'est le professeur Albert Thévoret qui disait que si vous dites à un peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. Donc si vous faites des choses et le peuple n'est pas d'accord, ils vont dire non, mais on n'est pas d'accord. Et la cinquième étape, c'est de dire quand même qu'il y a des gens qui sont pauvres et qui sont un peu exclus de la société et qu'il faut des mesures spécifiques en faveur de ceux-là. Et que si on fait les réformes comme ça, ça ne peut pas marcher. Et
La sixième et dernière étape, c'est de dépolitiser les réformes par des procédures pertinentes, de telle sorte que les gens ne disent pas vous favorisez votre camp aux dépens de l'autre. Donc à partir de ce moment, si pour chaque réforme, on prend ces 6 étapes-là, et c'est clair, ça veut dire que c'est une bonne réforme. Maintenant, si ces étapes-là ne sont pas claires et qu'il y a des étapes qui sont oubliées, là, les réformes sont critiquables. Avant de parler, on parlait tout à l'heure, on voulait parler tout à l'heure de tourisme. Oui. Avant de parler de tourisme, je vais rapidement citer Bio Okura, qui est un économiste, qui disait « Je pense que les réformes sont nécessaires, mais elles ont besoin d'un peu plus de pédagogie. » Absolument. Je crois que ça résume les 6 étapes que vous venez de décrire. Absolument. Voilà. Il faut absolument de pédagogie. Nous allons passer à chaque étape. Nous allons parler d'abord du tourisme parce que ça paraît la réforme la plus importante du chef de l'État. Par rapport aux réformes dans le secteur du tourisme, comment est-ce que vous voyez ça? Oui, c'est une bonne initiative. Vous savez, dans le magazine de l'histoire des organisations qui va sortir dans ce mois d'avril, j'ai eu la chance d'aller interroger M. José Plia, qui s'occupe de l'agence de tourisme. Vous voyez, c'est là où j'ai compris un peu la philosophie. Or, il n'y avait pas toute la publicité, toute la communication autour pour que les citoyens puissent comprendre. On n'a pas suffisamment communiqué. On n'a pas suffisamment communiqué. Ça fait partie des étapes que vous avez citées tout à l'heure. Il faut communiquer sur ça. Et quand j'ai vu monsieur Pliard, il me disait non, on ne va pas communiquer, bon, on attend les résultats. Il dit non, il faut communiquer. Sinon, quand moi j'ai discuté avec M. Pliard, par exemple, j'ai vu que ce qui se fait dans le domaine du tourisme est une bonne chose. Parce qu'on incite les acteurs privés à intervenir dans le tourisme. Et quand c'est les acteurs privés qui interviennent, s'ils ne sont pas sûrs d'avoir leur gain, en tout cas leur profit, ils ne vont pas intervenir. Alors que si c'est des fonds publics, on peut construire des bâtiments, on peut construire des hôtels, mais après, quand l'État ne sera plus là ou bien quand on va placer des fonctionnaires là, ces infrastructures seront mal gérées. Mais la manière dont ils impliquent le privé, par exemple, c'est une bonne chose. Mais je ne le savais pas avant de l'interviewer. Donc, à partir de ce moment, ça veut dire que dans le domaine du tourisme, je crois qu'il y a de très bonnes réformes que j'aime bien. Je dis souvent que le tourisme est la chose que vous pouvez vendre sans perdre. Parce que, vous voyez, le coton, par exemple, quand vous faites le coton, par exemple, vous dégradez la terre. Et vous perdez un certain nombre de choses. Mais les gens viennent vous visiter, ils dépensent dans votre pays simplement pour accroître leur bonheur parce qu'ils veulent voir de nouvelles choses, etc. Et vous gagnez de l'argent avec ça. Donc pour moi, le fait de mettre l'accent sur le tourisme, je crois que c'est très intelligent aussi. C'est surtout quelque chose de très bien pour des pays sous-développés qui n'ont pas de moyens parce que ça ne nécessite pas forcément d'intrants. Mais comme je suis en train de dire, il faut dire que le Bénin est quand même sur ce plan dans une compétition. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui vont dire aussi on va accroître le tourisme. Et ces pays-là, parfois, sont en avance sur nous. Quand vous prenez un pays comme le Rwanda qui a une histoire que les gens veulent bien connaître, un pays comme l'Afrique du Sud qui a une histoire que les gens veulent bien connaître, la Côte d'Ivoire qui a une histoire que les gens veulent bien connaître. L'Égypte. Donc, il faudrait... Il n'y a pas qu'en Tanzanie et puis au Kenya. Le Bénin a son histoire, par exemple l'esclavage, les guerres coloniales, un certain nombre de choses, mais que nous n'avons pas suffisamment vendu à l'international. Donc, je crois que le gouvernement actuel veut bien les vendre et je crois que c'est ce qu'il faut l'encourager dans ce sens. Nous n'avons pas assez de temps, donc nous allons rapidement. Nous allons parler actuellement de budget. Nous avons constaté depuis un certain temps qu'il y a une sorte de discipline au niveau de l'exécution du budget, non sans grincement de dents. Qu'en dites-vous? Oui, bon. Discipline, quand vous dites discipline, ça dépend de ce qu'on finance et ce qu'on ne finance pas. Aujourd'hui, on nous a dit qu'on a réduit les frais de voyage officiels, on a essayé de bancariser tous les salaires pour éviter les fonctionnaires fictifs. Il y a un certain nombre de choses quand même pour essayer de maîtriser les dépenses de l'État. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, si on le fait, je crois que dans beaucoup de domaines, et surtout au niveau de la transparence, au niveau de la dématérialisation, au niveau d'un certain nombre de choses, ça profite même aux citoyens parce que ça permet d'éviter ce qu'on appelle les coûts de transaction. Des opérations que vous êtes obligé d'aller au trésor avant de faire, donc de dépenser en carburant, de dépenser en temps. Vous restez peut-être dans votre chambre et puis vous faites ça. Ça vous permet de réduire les coûts de transport. Mais on peut aussi contester un peu le fait de n'avoir pas associé un certain nombre de choses. Parce qu'un gouvernement ne travaille pas seulement sur l'efficacité. Si vous êtes une entreprise privée, vous pouvez dire comment je vais faire pour vraiment économiser de coûts ou avoir un profit élevé. Mais quand vous êtes un gouvernement, vous vous intéressez aussi à la distribution du revenu. Qu'est-ce que les gens gagnent et qu'est-ce que les gens perdent. Et je prends une réforme, par exemple, où on a dit il faut concentrer tous les séminaires à Cotonou.
Ça, ce n'est pas une bonne réforme, par exemple. Ça veut dire que ceux qui sont à l'intérieur sont oubliés. Lorsque vous prenez, par exemple, une ville comme Grand Popo... Oui, une ville comme Grand Popo, où les gens construisent des hôtels parce qu'ils savent que... Économiquement, Grand Popo vit que bon, de ça. C'est vrai, le gouvernement peut dire, OK, quand je suis en train de promouvoir le tourisme d'ici à là, bon, ces hôtels-là vont trouver des affaires, mais on ne sait pas ce qui va se passer avant que le tourisme ne marche. Donc, le fait de dire tout ce qu'on a au niveau du secteur public et qui pourrait être distribué à l'intérieur du pays, où les hôtels recrutent aussi des gens, le fait de penser seulement à l'économie de l'État, ça ne marche pas. Parce que là, il y a la distribution du revenu qu'il faut prendre en compte aussi. Donc, vous voyez, il y a des réformes qu'on peut bien approuver, mais il y a des réformes où si l'État veut faire trop d'économies, ce n'est pas bon sur le plan macroéconomique. Qui parle exécution de budget, parle aussi de lutte contre la corruption. Et sans lutte contre la corruption, ça ne peut pas marcher. Et je vais rappeler rapidement que vous avez publié dans un article en 2003, dans un article scientifique, que vous avez nommé Corruption, inflation, croissance et développement durable. Et vous dites dans cet article que la corruption s'étend également dans un environnement économique où personne ne croit à la lutte contre la corruption. Dans cet environnement, le coût de l'honnêteté est très élevé et seulement quelques ascètes rechercheraient la probité. Est-ce que vous pensez d'abord que ce que vous dites, ça ne résume pas la situation au Bénin avant qu'on fasse? Jusqu'à une période récente, ça résume parfaitement la situation. Parce que, qu'est-ce qu'il appelle le coût de l'honnêteté? Si tout le monde est corrompu, c'est vous seul qui voulez être honnête, vous voyez. Vous allez vous faire harakiri. Oui, c'est-à-dire vous allez mourir. Donc, c'est ça le drame. Et quand la corruption atteint un certain seuil, c'est très difficile de lutter contre la corruption. Ça peut suggérer une certaine politique pour le gouvernement actuel. Dire, OK, on va mettre les choses à plat. Je ne sais pas, au Bénin, la situation que nous avons quittée pour arriver ici, je me demande que si à un moment donné, il ne faut pas penser à une sorte de commission vérité et réconciliation. Parce qu'au niveau de la corruption, tout le monde est touché. Tous ceux qui ont travaillé avec les régimes passés, ils sont tellement touchés que si vous touchez une autre personne aujourd'hui, va dire, c'est parce que je suis le plus faible, c'est parce que je ne suis pas de votre côté que vous me touchez. Donc ça veut dire que dans ce domaine précis, il fallait vraiment avoir un plan de réforme et que tous les citoyens s'entendent autour de ça et démarrent à partir d'un point zéro. Mais le gouvernement dit avoir fait des efforts dans ce sens-là, mais quelle lecture vous en faites, vous? Quel effort? Vous pouvez me rappeler les efforts que le gouvernement fait? Il y a eu quelques personnes qui sont poursuivies. Monsieur Métoyon est en prison pour des faits de corruption. Il y a quelques anciens ministres ou députés, quelques députés dont on est en train de demander la levée d'immunité parlementaire pour quelques faits de corruption aussi. On a parlé de la gestion du FNM, on a parlé de la gestion du coton. Et donc, il y a quelques dossiers quand même. Vous savez, il y a des cas où il ne faut pas décrédibiliser un certain nombre de systèmes. Parce que quand vous luttez contre la corruption, par exemple, vous prenez le cas de Métoyon, par exemple, bon, c'est une affaire pendant devant la justice, je ne vais pas trop insister là-dessus. Il suffit de parler de manière à influencer la justice. Mais il y a des discours qu'il ne faut pas tenir, parce que la BIB est là, la BIB n'est pas en faillite, la BIB est toujours dans les banques. Donc, ce n'était pas, par exemple, intéressant que le ministre des Finances communique sur la BIB, par exemple, pour dire « Ah non, c'est une banque en faillite ». Ça n'a pas de sens, parce que là, on crée ce qu'on appelle une panique bancaire. Parce que si moi, j'ai de l'argent à la BIB, et le ministre des Finances dit ça, je cours pour aller prendre mon argent. Et ça entraîne la banque à la faillite. C'est là où on dit il ne faut pas politiser les réformes. Et le cas de Métoyon, par exemple... Ça fait partie des 6 étapes. Oui. C'est-à-dire, et c'est là, par exemple, il faut voir le cas de Métoyon, par exemple, on dit, bon, il doit 2 millions, je ne sais pas combien. Si effectivement il a pris ça, et que vous luttez contre ça, et qu'il y a des gens qui ont pris des milliards contre lesquels vous ne luttez pas, ça décrédibilise le système. Et puis les gens peuvent avoir une idée que c'est peut-être des gens qui luttent contre vous, qui ne sont pas de votre côté, que vous essayez d'harceler. Alors que peut-être vous avez une bonne idée derrière la tête. Donc, pour ces genres de choses, c'est pourquoi, si on a un plan de réforme clair, on a un certain nombre de choses, on comprend les mécanismes, on essaie de tout faire pour ne pas trop politiser le système de lutte contre la corruption. Mais je comprends aussi, parce que le gouvernement actuel a besoin d'une majorité à l'Assemblée pour pouvoir gouverner, sinon aucune loi ne passerait à l'Assemblée. Donc, s'il s'attaque à tout le monde, y compris les gens qui le supportent, c'est compliqué pour lui. Vous n'avez pas l'impression que c'est une histoire d'un serpent qui se mord par la queue? Oui, bon, c'est vrai qu'on a... Ouais,
Parce qu'il faut lutter contre la corruption. Évidemment, quand on raisonne généralement... Il faut que le gouvernement aussi ait la majorité à l'Assemblée nationale et l'un mis dans l'autre. Lorsque vous prenez par exemple le dossier de du bâtiment de l'Assemblée nationale, oui. Il paraît qu'il y a des députés qui ont pris des marchés dedans et donc qui sont impliqués dans le dossier par exemple. Oui. Mais le chef de l'État a besoin de ces mêmes députés pour avoir la majorité, sinon ces réformes ne passeraient pas. Oui. C'est là où ça devient un peu compliqué et que dans certaines situations, par exemple, on pourrait dire à mes partisans, ok, je suis d'accord, quand vous serez condamné, il y a peut-être des gestes qu'on va faire pour tout le monde, bon, qui ne dépendra pas de vous spécifiquement, mais dont tout le monde va bénéficier. Mais d'accepter que nous allons au fond des dossiers pour crédibiliser le système, pour montrer à nos concitoyens que nous sommes en train de travailler sur des choses. Je crois que peut-être le gouvernement est obligé de négocier ces genres de choses parfois pour dire ce n'est pas la chasse aux sorcières, ce n'est pas un certain nombre de choses, on va régler un certain nombre de choses si vous autres propres c'est bon. Mais l'argument que les gens donnent, c'est de dire ok, ceux qui sont là peuvent être en train de privilégier leur camp. Mais quand ils ne seront pas au pouvoir, comme c'est la démocratie, là, vous aussi, vous allez vous attaquer aux autres. Ça ne marche pas comme ça, surtout quand vous êtes dans un pays comme le Bénin, où il suffit peut-être d'occuper un poste politique pour que les gens disent que tu es voleur et que tu voles l'État. Lorsque c'est comme ça, ça peut être des choses de règlement de compte. Et il faut absolument éviter ça. Et aussi dans un contexte... Et aussi, dans un contexte où on a la transhumance politique, on a un certain nombre de choses qui dit que ceux qui sont dans le camp d'aujourd'hui, demain ne seront pas avec un nouveau gouvernement et on ne pourra pas s'attaquer à eux aussi. Donc, ça fait tout un tas de choses qu'il faut prendre en compte dans un plan de réforme correct, de lutte contre la corruption et tout le monde sera à l'aise. En 2 mots, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la lutte contre la corruption? Juste en 2 mots. Oui, ce que je peux dire peut mieux faire. Ok, nous allons parler d'affermage parce que ça fait partie aussi des réformes. Il y a l'affermage des centres de santé, ça fait partie de grandes réformes que le gouvernement a initiées. Est-ce que vous pensez que ces réformes sont économiquement viables ou convaincantes? Pour moi, c'est très convaincant parce que, bon, qu'est-ce qu'on appelle l'affermage? C'est que l'État construit une infrastructure et donne ça au privé pour dire de gérer, quitte peut-être à vous faire payer par les usagers ou à me donner un loyer ou une redevance. Ou c'est le privé qui a construit et qui loue ça à l'État, etc. Moi, je pense que c'est une bonne option parce que quand on est dans une administration publique, la psychologie générale, c'est que c'est un bien qui appartient à tout le monde, donc qui n'appartient à personne. Et ceux qui sont là veulent s'approprier le maximum. Ou même ne veulent pas en prendre soin. Oui, ils ne veulent pas en prendre soin. Donc, le fait de construire des hôpitaux et de les confier au privé avec des cahiers de charges clairs et de leur demander des résultats, moi, je pense que c'est une bonne option. Mais cela ne dédouane pas de la corruption parce que l'étape de négociation où on fait l'affermage et maintenant l'étape de paiement des redevances, les renégociations où le privé peut dire non, ça ne marche pas bien, toutes ces étapes-là peuvent être sujettes à corruption. Et c'est pourquoi l'État doit être vigilant dans ce domaine également. Qu'est-ce que l'État doit faire pour que les soins ne deviennent pas forcément un peu plus... Enfin, le coût des soins ne devienne pas élevé pour les pauvres populations? Non, parce que dans la recherche de gains, le privé peut augmenter les prix. Non, oui, ce que les gens savent généralement, c'est que dans ces secteurs, d'abord, l'État régule. Donc, au niveau des prix, l'État peut intervenir. D'un autre côté, le privé peut lui dire, pour certains soins, je suis obligé de prendre, si je veux atteindre ce qu'on appelle le point mort, si je veux vraiment rentabiliser ces soins-là, je suis obligé de fixer un prix et le prix est élevé. Maintenant, la question est de savoir qui paie. Ça veut dire que quelque part, l'État peut dire, bon, au niveau les redevances que je vais vous prendre ou bien des choses, je subventionne un certain nombre d'actes. Au lieu que les gens aillent en France et qu'ils vont payer 5 millions de francs par exemple, chez vous, ils peuvent le faire à 3 millions, mais ils ne peuvent que payer 2 millions. Donc moi, je peux subventionner. Et ça me permet de faire l'économie sur toute la ligne, puisque les gens ne voyagent plus, je ne paie plus ce que je dois payer normalement, mais je paie moins. Donc, c'est qui paie, c'est ça la question fondamentale. Ce n'est pas privatiser qui est le problème. Mais l'État peut payer. Oui, c'est-à-dire à des moments donnés, l'État peut dire, ça là, je veux subventionner. Donc le privé va dire, ah mais effectivement, pour avoir 10% de bénéfices, voilà le prix que je dois fixer. Et comme l'État est dans un système de régulation, la structure de régulation, il sait que le privé est en train de dire vrai, et subventionner légèrement pour que le privé qui va là-bas, en tout cas le ménage ou le père de ménage qui va là-bas ne paie pas trop. Donc,
on peut gérer ça. Ce n'est pas le fait de privatiser qui va faire nécessairement que les coûts seront plus élevés. Ça dépend de qui paie. Si c'est l'usager qui paie directement, ça peut lui revenir cher. Mais si l'État est dans un processus pour dire je peux toujours subventionner, là, il n'y aura pas de problème. Une autre réforme, le port, la gestion de notre port, le port autonome de Cotonou est confié au port d'Anvers en Belgique. C'est ce port-là qui a pris en charge aujourd'hui la gestion du port au détriment des nôtres. Alors, vous pensez que c'est d'abord, quelle est cette forme de réforme et que pensez-vous de cette forme de gestion? Non, bon. Le port, comme les gens disent, le port n'est pas privatisé, c'est une sorte d'affermage. Non, je n'ai pas parlé de privatisation. Maintenant, gestion confiée au port. Oui, ça veut dire que le gouvernement n'a pas encore trouvé sa marque. Mais je suppose que c'est la marque que le gouvernement est en train de trouver avec le port d'Anvers. Puisque ce port-là a subi beaucoup de réformes. Il y a les quais qui ont eu des concessions avec Bolloré. Il y a l'agence, comment on appelle ça, le guichet unique. Et puis il y a PVI qui est là avec Bénin Contrôle. Maintenant, si avec toutes ces réformes-là, on n'a pas eu le résultat souhaité et qu'on soit obligé d'amener le port d'Anvers qui, dit-on, a eu une grande expérience dans le domaine. Je souhaite que ce soit la dernière option et que ça soit l'option qui nous soit rentable. C'est tout ce que je peux dire parce que je n'ai pas le dossier, je ne sais pas à quel niveau, je sais qu'on n'a pas le contrat. Mais ce que moi je vais dire au niveau des réformes au port, je ne sais pas, normalement ça ne devait pas poser de problème parce que quand on fait une réforme au port, l'État dit, bon, OK, chaque année, le port me donne comme recette 350 milliards de francs. Maintenant, vous êtes privé, vous dites, non, je peux avoir plus que ça. OK, je suis d'accord. J'ai une croissance de cette recette-là, 10% par an. J'ajoute mes 10%, ça fait peut-être 370 milliards. Si vous me trouvez les 70 milliards, tout ce que vous allez trouver en plus, nous partageons ça. Si c'est dans cette optique-là, personne ne crierait. Mais c'est quand vous venez et vous dites, je vais améliorer la situation. Mais sur chaque acte du port, je prends un pourcentage, c'est là où ça ne marche pas. Donc ça veut dire que je ne sais pas le type de contrat que l'État a fait avec le port d'Anvers, mais si ces facteurs-là sont intégrés dedans et que le port d'Anvers, c'est que si je ne vais pas au-delà des résultats que l'État a l'habitude d'obtenir, je n'aurai rien. Là, ce n'est pas une mauvaise option. Le temps est totalement parti, mais nous allons parler d'un secteur très important, le secteur de l'agriculture. D'ailleurs, dans le magazine Essor Organisation, vous avez fait un développement sur le changement du cadre institutionnel de l'agriculture. Nous allons rapidement revenir là-dessus et nous allons inclure aussi les réformes au niveau du coton, qui est quand même lié aux réformes institutionnelles, puisque le coton est passé dans la gestion du coton est passée du public au privé. J'ai l'habitude de dire que nous avons une agriculture essentiellement unijambiste, puisqu'on ne parle que du coton. C'est vrai qu'il y a des efforts de diversification aujourd'hui. Du côté de l'ananas. Nous irons rapidement vers ça. Et que pensez-vous de ces réformes-là au niveau de l'agriculture? Non, comme moi, j'avais écrit un peu dans le magazine Histoire des organisations, je disais que ça, par exemple, c'est une bonne réforme parce que on est en train de... C'est une sorte de gestion privée des agences de l'agriculture. Parce que ce qu'on a appelé les ATDA, les agences territoriales de développement agricole, c'est des agences qui sont là et qui ont à leur tête des DG, qui ont un cahier de charge, à qui on demande des résultats. D'accord? À partir de ce moment, ils ne devraient pas avoir la mentalité de fonctionnaire. Donc, si les procédures sont correctes et que les gens savent que c'est comme des entreprises que nous gérons et que nous devons avoir des résultats et que chaque année on évalue. Si vous n'avez pas les résultats, là, on peut rompre le contrat. Là, moi, je pense que ça, c'est une bonne option. Vous confirmez alors que les réformes dans l'agriculture, à terme, doivent pouvoir nous apporter... Normalement, doivent pouvoir donner les résultats, mais comme je vous dis, c'est des choses qu'il faut suivre. Maintenant, quand nous revenons sur le coton, ce n'est pas la première fois que ce système est dedans. En dehors de la privatisation des usines d'égrainage, déjà en 1999, on a l'association interprofessionnelle de coton, AIC, qui devrait prendre en charge le coton. Et puis, ils ont travaillé. Après, avec l'arrivée du président Yahya Boni, les résultats n'étaient pas à la mesure des attentes. Il a rompu les contrats. Et puis, après, quand le nouveau gouvernement est arrivé, il a réhabilité. Mais là, apparemment, on est en train de battre le record de production. La leçon que la réforme dans ce secteur dit, et j'avais déjà contribué à un document sur ça,
C'est de dire, si vous faites des réformes dans le secteur privé et vous n'avez pas un secteur étatique puissant dans le sens où il doit faire respecter les règles, ça ne peut pas marcher. Et que si ça marche dans le secteur coton maintenant, c'est parce qu'on a un État qui dit « je comprends le secteur, je ne veux pas intervenir de façon intempestive ». Juste un mot, pour finir, juste un mot sur les relations que notre État entretient aujourd'hui avec le FMI ou les institutions de Bretton Woods, si vous voulez. Oui, bon, ce sont des relations de crédibilité. Si vous avez un accord avec le FMI, par exemple, ça veut dire que vous êtes crédible. Et eux autres, en retour, ils vous exigent des réformes. Et si vous les faites, les autres, ils viennent, ils disent, OK, vous faites les réformes que nous avons demandées, donc vous êtes devenu un État crédible. Et je crois que quand le représentant du FMI a dit on a une économie robuste, tout ça, bon, c'est une bonne chose pour nous parce que ça nous permet de peut-être vendre la dette que nous voulons vendre à l'international un peu plus cher. Parce que si nous n'avons pas une bonne cote à l'international, on ne peut pas bien vendre cette dette-là. Donc nous sommes crédibles. Oui, bon, en tout cas, c'est ce que le FMI a dit et moi, je n'ai pas d'avis contraire. Lonko Albert, merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeur d'université, vous êtes professeur à l'université d'Abomey-Calavi, agrégé des facultés d'économie. Avec vous, nous avons discuté des réformes au Bénin, des réformes que le gouvernement a engagées depuis 2 ans. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On prend date pour la prochaine fois. Merci.